Alors, rebonjour. Donc cette intervention fait un peu suite à ce que j'ai raconté hier, puisque j'ai la chance d'intervenir 2 fois. Donc hier, j'avais mis le focus un peu sur la question des stratégies et plus du côté des entreprises. Aujourd'hui, revenir dans un premier temps peut-être sur cette notion de foule, de crowd, pour avancer vers, et pour répondre à certaines des questions qui ont été posées, sur cette question de travail gratuit, de stratégie, puisque c'est le titre de cette communication, des porteurs de projets et puis des citoyens, financeurs, acteurs. Avec, dans le titre, d'un côté, cette idée de valorisation, et puis, je l'ai déjà ébauché hier, cette tendance à la normalisation. Alors, cette présentation s'appuie sur les travaux qu'on a effectués dans l'axe 1 de Collab, qui sont encore en cours, donc un certain nombre de choses qui ne sont pas non plus définitivement arrêtées et qui, au regard des présentations et des discussions qui ont eu lieu depuis hier, mériteraient peut-être d'être modifiées. Alors dans un premier temps, cette idée, on l'a vu, ça transparaît depuis hier que finalement on est un peu au-delà de la foule. Au-delà de la foule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a à questionner cette idée de crowd. Hein, ça déjà, on a eu plusieurs définitions. Cette notion de crowd, ça fait plus d'un siècle, notamment dans l'histoire des médias et critique des médias, où on a avancé, on a critiqué cette idée de foule. Et bizarrement, on la retrouve aujourd'hui avec ces plateformes. Alors, cette notion de foule est une notion homogénéisante et finalement qui tente à faire disparaître tout ce qui a été dessiné aujourd'hui et hier, à savoir des spécificités. Et on l'a vu encore avec l'intervenant précédent, cette idée que finalement on connaît les gens. Hein, et ce glissement progressif de la foule vers la communauté et les communautés. D'où ce deuxième point qui porte sur les liens communautaires avec, je reprends une distinction qui avait été faite par l'américain Granovetter sur la notion de lien faible et lien fort, où on a vu au travers des différentes interventions que finalement tout devait tendre vers du lien fort. Hein, de créer du lien, et créer ce lien, j'y reviendrai par la suite, c'est créer évidemment de la proximité, c'est créer du contact, et donc on est bien loin de cette notion de foule, de cette homogénéité. Alors, j'émets là une hypothèse qui pourra être discutée. Il me semble que quand on revient aux définitions comme celle de Jeff Howe qui a été évoquée hier, qui s'appuie lui-même sur un autre Américain qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait « La sagesse des foules », hein, sur Yeki. Cette notion de foule est peut-être pas non plus qu'une erreur ou Il me semble que c'est assez intéressant de vouloir homogénéiser dès lors que, et on retourne à la définition de Howe, une articulation dès le départ entre des stratégies d'entreprise et puis comment mobiliser finalement une espèce d'intelligence collective de l'autre au profit d'eux. Et là, on a tout intérêt à valoriser une foule, puisqu'on aurait, c'est une hypothèse, un certain nombre de petits soldats qui feraient le travail sans qu'on sache véritablement si c'est du travail, sans qu'on sache si vous avez les capacités pour le faire, ni la rémunération qui l'accompagnerait. Donc, j'ai mis cette hypothèse que peut-être que cette notion de foule, elle vise précisément à anonymiser des pratiques
alors que dans les faits, et ce dont je vais parler après, les stratégies mises en place par les porteurs de projets, on voit au contraire qu'on n'est pas dans une anonymisation, mais au contraire des revendications communautaires et une mise en visibilité forte. Alors, j'en parlais hier, évidemment, on parle des plateformes, on parle des porteurs de projets, on parle des citoyens, des consommateurs. Il faudrait aussi, ça a été évoqué, parler des marques, des sponsors, des partenaires, des collectifs, des associations avec des buts différents. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là? On voit, donc le terme a été déjà évoqué, donc je ne fais que répéter, mais un écosystème où, là aussi, cette notion de foule éclate, parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs à différents niveaux, et ce sont l'étude de ces acteurs qui, à mon sens, est à considérer si on veut comprendre ce phénomène de financement participatif. Ces acteurs, qu'ils soient porteurs de projets, qu'ils soient sponsors, qu'ils soient associatifs, mettent en place, et là vous reconnaîtrez la référence à De Certeau que j'aime bien, entre des tactiques et des stratégies. Et il me semble que là où De Certeau plaçait les stratégies plutôt du côté des institutions, plutôt du côté du monde entrepreneurial, et les tactiques plutôt du côté des usagers. Il me semble que les relations se sont complexifiées aujourd'hui et qu'on a une double articulation entre des tactiques et des stratégies de part et d'autre. Ce qui m'amène à une espèce de formalisation ou de schématisation que j'essayais de faire, qui s'articulerait du coup entre des formes de contrôle et puis un terme qui revient très souvent, qui est celui d'expérience. Et donc l'idée, ce serait et comme ça a déjà été fait d'ailleurs dans les industries culturelles, de montrer qu'on n'est plus dans des logiques bipartites, mais au moins tripartites, avec une articulation entre un système vertical classique de contrôle des expériences, et puis ces amateurs, ces citoyens, etc., qui veulent reprendre en main leur vie, leurs activités, et qui nous amènerait au deuxième modèle, qui serait expérience contrôlée. Je ne vais pas me laisser imposer le programme de télé, je vais choisir moi-même, etc., etc. Et à partir de là, du coup, les stratégies réintègrent finalement ces velléités expérientielles dans de nouvelles stratégies. Il y a un espèce de jeu permanent, comme ça, entre, d'un côté, des institutions, des écosystèmes de production, et puis des usagers, consommateurs, citoyens. Alors, je l'évoque ici rapidement, je vous ai mis un certain nombre de références. Cette idée de contrôle fait référence à l'article de Gilles Deleuze sur la société de contrôle, où il nous montre finalement que nous sommes donc dans une société de communication, une société marketing, et finalement c'est la suggestion qui primerait sur l'injonction. La question de l'expérience et de l'économie de l'expérience, avec Pine and Gilmore, qui dès les années 98, donc bien avant l'émergence de ce type de phénomène, prônait déjà l'importance économique de valoriser l'expérience, ce qui a été décliné en marketing relationnel dans les années 90, et puis aujourd'hui vous avez un certain nombre de théories sur le marketing expérientiel. Si vous êtes abreuvé de publicité, etc., même quand il me semble que quand Skype fait une mise à jour, il améliore l'expérience Skype. Donc on voit cette implication de l'expérience, cette
volonté de valoriser l'expérience de la part des acteurs et des écosystèmes de production, et puis de l'autre, des individus qui vivent des choses, et on va réutiliser ça de manière fine et stratégique. Alors, du coup, une espèce de boucle qui se mettrait en place. Alors, moi, je me suis, dans le cadre du projet, donc on a fait un certain nombre d'entretiens, et puis, lors d'une présentation, on m'avait reproché le fait d'avoir, je sais plus, j'avais une vingtaine d'entretiens, et puis on m'a dit, oui, mais qu'est-ce que ça a comme valeur, parce que c'est vous qui les avez choisis, et donc du coup, est-ce que c'est une personne qui émane d'une grande, enfin cet artiste ou ce projet émane d'une grande plateforme culturelle, ou est-ce que c'est une plateforme de niche, c'est vous qui avez fait le choix. Et donc on m'avait reproché, ou en tout cas j'ai pris en note cette idée que ce serait bien d'avoir des données plus quanti, d'où la mise en place de 3 questionnaires. Un questionnaire qui s'adresse à vous et moi, en tout cas des personnes, mon intention était de toucher des personnes qui n'ont pas nécessairement un lien particulier avec le financement participatif ou les activités. Un deuxième questionnaire qui portait sur les porteurs de projets, et puis un troisième sur les financeurs. Et l'idée était d'articuler tout ça. Alors, je comptais bien vous présenter quelques-uns des résultats. Malheureusement, je n'ai pas la totalité des éléments, puisque, pour le dire rapidement, en tant que porteur de projet, j'avais naïvement pensé qu'en faisant marchant les réseaux sociaux, ce questionnaire pourrait récolter un certain nombre de réponses et toucherait du coup des publics très diversifiés. Il s'est avéré que pour le premier questionnaire qui touchait tout un chacun, j'ai dû avoir dans les 300 ou 400 réponses. Je crois qu'on était à 366. Quid de l'opération, à peine 60 pour les porteurs de projets, et pour les financeurs, on n'était pas très nombreux non plus. Donc, d'où le recours à une boîte spécialisée qui doit me fournir des résultats. En tous les cas, donc c'est quelques-uns de ces résultats que je présente maintenant. Cette nécessité, puisqu'on parlait de porteurs de projets, de montrer aussi des stratégies différentes. C'est-à-dire que là, il y en aurait peut-être d'autres, mais en tout cas, au travers des entretiens et puis de ces premiers résultats, puisque ça faisait plus office de test que de véritablement des chiffres sur lesquels s'appuyer, il y a une première catégorie qui se dessinerait, qui serait celle des amateurs citoyens, ce que j'appelle ceux qui ont un projet, qui déposent un seul projet, puis ensuite ils font autre chose. Ceux que j'appelle des professionnels, c'est-à-dire qui sont déjà insérés dans un réseau professionnel, hein, et qui généralement font financer une partie du projet, on l'a vu ce matin, via le financement participatif, et qui s'adressent à d'autres institutions, mais qui connaissent ces institutions et qui sont capables de monter des dossiers. Et puis, une troisième catégorie que j'ai appelée chercheurs d'emploi, dont je n'avais aucune idée avant de faire les entretiens, c'est-à-dire des gens qui montent des projets, mais dont ils sont contents d'avoir monté le projet, ils sont contents que le projet ait fonctionné, mais le but de l'opération, ce n'est pas celui-là. Le but, c'est de montrer qu'ils sont capables et qu'ils ont mis en place des compétences pour se vendre ensuite et intégrer des entreprises ou des institutions plus classiques, des institutions culturelles plus classiques. Et donc, ici, de retrouver cette idée qui a déjà été évoquée, de ces plateformes qui servent finalement de vitrine et de communication, de moyens de communication, et de communiquer sur ses capacités et de communiquer sur ses compétences. Alors, la deuxième idée, c'est évidemment de considérer ces porteurs de projets en travailleurs, en entrepreneurs, ça a déjà été dit, et je m'appuie notamment sur l'ouvrage de Menger, hein, sur l'artiste,
portrait de l'artiste en travailleur, où on retrouve un certain nombre d'éléments liés, il traite plutôt des artistes et des chercheurs, et il me semble qu'on peut appliquer ce qu'il nous dit à ce cas-là, avec cette nécessité pour le porteur de projet de développer des stratégies, c'est-à-dire, on l'a déjà vu, mettre en place une communauté, ça revient sur nos liens forts, d'où cette nécessité de proximité, de créer de la proximité, qui plus est lorsqu'on veut toucher des cercles plus larges que ceux de ses connaissances, de la famille. L'importance du local, on l'a déjà vu. La nécessité d'informer de manière régulière, de communiquer régulièrement sur son projet, ça a été dit aussi ce matin, qui fait que finalement cet entrepreneur doit en tout cas devenir un communicant avant même ses compétences propres. Et donc, quelques exemples ici sur le temps passé, ça a déjà été évoqué aussi ce matin, sur les porteurs de projets qu'on avait interrogés, on voit qu'ils passent entre 5 et plus de 20 heures par semaine sur les projets, sachant que dans ceux-là, il y en a qui n'ont pas fonctionné aussi. Ensuite, ce qui nous intéressait aussi, c'était les compétences mobilisées. Alors, en termes de communication, en termes d'informatique, en termes de montage vidéo. Alors, pourquoi cette idée de montage vidéo? Parce que j'en ai parlé hier, il y a une suggestion à mettre en place des trailers, des vidéos, et encore faut-il avoir des compétences particulières pour savoir le faire, ou avoir dans sa communauté des gens qui puissent le faire. Et on voit très clairement que les compétences requises et les compétences premières sont des compétences communicationnelles au premier chef, informatique et en programmation. Alors, ici aussi, on voit une majorité de gens qui ont créé des vidéos, et cette nécessité de créer des vidéos, vous les retrouvez dans les fiches conseils que vous avez sur les plateformes, où on vous invite à le faire, et on voit du coup que ça fonctionne. J'avais parlé hier d'éducation, on voit comment finalement peu à peu les manières de faire, les stratégies à mettre en place se normalisent, parce que c'était ça mon propos, et sont aussi initiés par les plateformes. Mais cette initiation par les plateformes, elle émane en premier chef de certains porteurs de projets qui avaient eu ces initiatives, et comme les plateformes ont trouvé que c'était très bien, du coup, elles les appliquent de manière standardisée et normalisée. Ok. Alors, une autre question, c'était est-ce que vous avez élargi votre cercle de contact grâce au projet, puisqu'on est dans cette idée de communication. Et finalement, là, en fonction des répondants, les réponses sont très variables. Il y a certains porteurs de projets qui se sont largement investis, qui ont fait augmenter évidemment leur contact. D'autres pour qui, finalement, au-delà est passé le projet, les contacts n'ont pas perduré. Et la communauté, du coup, qui s'était fédérée autour du projet, s'est délitée aussi par ailleurs. Une autre question qui était, et là ça porte sur la pérennité de ce type de système, très souvent dans les entretiens, notamment dans le profil amateur, c'est est-ce que vous renouvelleriez l'opération? Et très souvent, on a ces hésitations. On voit aussi, au niveau des pourcentages, une majorité de gens qui ne le feraient pas, et d'une parce que ça leur a pris beaucoup de temps, et d'autres parce qu'une majorité se sont fait financer par la famille et des proches et qu'ils n'ont pas envie, ils se sentent moralement pas tellement prêts à renouveler l'expérience. Et donc les réponses
qu'on a, c'est oui, peut-être dans 1 an, oui, peut-être dans 2 ans, où j'essaierai de trouver autre chose. Alors je vais assez vite. On retrouve également cette mise en place des stratégies du côté des financeurs, des citoyens, où là encore, on est face à des formes de travail, puisque vous avez des dispositifs de recommandation, et qui se font de manière assez naturelle. Si vous donnez 20 € ou 20 $ à un projet, vous avez tout intérêt à ce qu'il se développe, ou en tout cas vous avez envie, et donc vous allez vous-même faire la promotion, et vous allez le recommander aux autres. Et donc là aussi, on a des statistiques sur la large utilisation des réseaux sociaux, mais aussi, et on tend à l'oublier, dans les relations avec l'entourage. De même que pour le choix de la plateforme, l'entourage, et là, en dehors du numérique, est important. Il y a la question évidemment de l'expertise et des modalités de sélection des projets. On en a déjà parlé, comment on choisit tel ou tel projet. Et puis ensuite, il y a l'élément financier. Donc ici, une slide très rapidement sur les montants, mais qui sont connus, sur le montant moyen, qui est aussi entre 20 et 50 €. Et ça, c'est des informations qu'on retrouve aussi sur les plateformes. Et dans notre questionnaire, il y a aussi une autre question. Ce qui m'intéressait, c'est est-ce que les gens donnent en dehors des plateformes? Et on s'aperçoit qu'il y a une corrélation entre des donations à des projets culturels en dehors de ces plateformes. Donc là aussi, les gens donnent, mais pas uniquement parce que c'est nouveau, ou en tout cas ils pensent que c'est nouveau. Et ça aussi, lorsque je les ai interrogés là-dessus, on a une majorité de gens qui pensent que c'est nouveau et très original. Donc pour terminer, et ce sur quoi je vais travailler maintenant, c'est du coup cet élargissement du paradigme qui renoue avec un paradigme assez classique des industries culturelles qui essayent de capter de la valeur et qui cherchent à intégrer du coup les activités quotidiennes, alors au niveau de cette notion d'expérience, de ce marketing expérientiel, comment on peut capter de la valeur à partir des moindres activités quotidiennes. Ensuite, un accroissement des logiques de contrôle. Et donc je terminerai là-dessus avec cette question, est-ce que nous ne sommes pas finalement face à ces stratégies, ces stratégies qui sont dans une relation d'expérience et de contrôle, dans une ubérisation de la culture, et donc dans de nouvelles formes de travail gratuit, et un travail gratuit généralisé sous couvert de nouveautés et sous couvert de ludique. Je vous remercie.